Avant de continuer, je veux que vous preniez une grande inspiration. Sentez l'air entrer dans vos poumons. Maintenant, pensez au silence. Pas le silence de la paix, pas le calme d'une nuit tranquille. Pensez à l'autre silence, celui qui pèse, celui qui s'impose, le silence qui cache un cri. Aujourd'hui, nous allons voyager vers ce type de silence. Si vous êtes nouveau ici, je ne vous demanderai pas de vous abonner. Pas encore. Écoutez d'abord. Ressentez l'histoire. Et si, à la fin, quelque chose en vous se brise un peu, vous saurez que vous avez trouvé votre place. Commençons. Il existe un endroit dans les montagnes de Guerrero qui n'apparaît pas sur les cartes. Cherchez-le si vous voulez. Vous ne le trouverez pas. Pour le monde, ce village n'existe pas. C'est une erreur géographique. Un point aveugle. Et le système adore les points aveugles. Ce sont des endroits où la responsabilité va mourir. Y arriver est un acte de foi. Ou de folie. La route goudronnée s'arrête brusquement. Comme si le monde civilisé avait abandonné. À partir de là, il n'y a plus que de la terre. Un chemin balafré qui grimpe dans les montagnes. Un chemin qui, pendant la saison des pluies, se transforme en une rivière de boue. Infranchissable. Isolant le village pendant des mois. Le laissant seul avec ses propres démons. Le village lui-même n'est qu'un petit groupe de maisons en adobe. Elles semblent jaillir de la terre rougeâtre, se confondre avec elle. Les murs sont fissurés par le soleil implacable. Un soleil qui ne donne pas la vie, qui punit. Les tuiles d'argile sont cassées. Et la nuit, quand le vent de la sierra souffle, elles sifflent. Elles chantent une chanson triste, la chanson de l'abandon. Ici, le temps ne passe pas. Il pourrit. Les matins commencent par le chant lointain d'un coq, et ils se terminent par le bruit métallique des verrous. À 8 heures du soir, les rues sont vides. Les portes sont fermées. Les fenêtres sont scellées. Ce n'est pas par crainte des voleurs. Ici, il n'y a rien à voler. C'est par crainte de ce qui se trouve à l'intérieur. Des secrets que chaque maison protège. Les habitants du village ont le regard fatigué. Ils parlent peu. Et quand ils le font, leurs voix sont basses. Des murmures. Comme s'ils craignaient que les mots puissent réveiller quelque chose. Les enfants ne jouent pas dans la rue principale. Ils se cachent dans les cours arrière. Leurs rires sont courts, nerveux, étouffés avant l'heure. Ils apprennent à ne pas faire de bruit dès leur naissance. Au centre de ce silence, il y a une maison. Elle n'est pas différente des autres. Même adobe, même tuiles cassées, mais l'air qui l'entoure est plus dense, plus froid. C'est la maison de la famille Garcia. Même si plus personne ne les appelle ainsi. Maintenant, ce sont juste eux. 2 personnes y vivent. Un vieil homme et une petite fille. Le grand-père et la petite fille. Personne ne se souvient quand les autres membres de la famille ont commencé à manquer. Ils ont simplement disparu du paysage. Comme des traces effacées par le vent. Le grand-père est une ombre grande et voûtée. Sa peau est tannée par le soleil et la méchanceté. Chaque après-midi, sans faute, il sort une chaise en osier devant la porte. Il s'assoit et regarde. Il ne regarde rien en particulier. Il regarde simplement devant lui, les yeux fixes, comme un vautour qui attend. Quand il est là, personne ne passe par ce trottoir. Les gens traversent la rue. Il baisse la tête. Sa présence est une frontière invisible. Et puis, il y a la petite fille. Elle doit avoir 12 ans, peut-être 13. Personne ne le sait avec certitude. Elle est mince, fragile. Elle semble faite de cristal de poussière. Elle porte toujours la même jupe, une jupe bleue.
La couleur est tellement usée qu'elle est presque grise maintenant. L'ourlet est effiloché. Elle a un petit patch près du genou, fait avec un fil d'une autre couleur. Ses mouvements sont lents, mécaniques, comme si chaque geste lui coûtait un effort immense. Ses yeux sont les plus terribles. Ils sont grands, sombres, et ils sont complètement vides. Ils ne reflètent rien, ni peur, ni tristesse, ni curiosité. Seulement un vide infini, une absence. La première fois que quelqu'un a remarqué que quelque chose était fondamentalement brisé, c'était à l'école. L'école n'est qu'une seule pièce, avec un toit en tôle qui rugit quand il pleut. La maîtresse, Elena, était nouvelle. Elle venait de la ville. Elle avait encore cette lueur dans les yeux, cette croyance naïve qu'elle pouvait faire une différence. Elena a remarqué la petite fille dès le premier jour. Elle ne parlait pas. Elle ne jouait pas. À la récréation, elle restait dans un coin de la cour, dos aux autres, le regard fixé sur le mur. Un jour, Elena a essayé de lui donner un livre. La petite fille a sursauté. Elle s'est recroquevillée, levant les bras comme pour se protéger d'un coup. Ce geste, cet instinct, ce fut la première fissure dans le silence. Elena a commencé à observer. Elle a vu les ecchymoses sur les bras de la petite fille. Parfois jaunes, sur le point de disparaître. Parfois d'un violet foncé, récente. Un jour, la petite fille est arrivée avec la lèvre fendue. « Je suis tombée », murmura-t-elle quand Elena lui demanda. C'était la première fois qu'elle entendait sa voix. C'était un filet de son, râpeux, froid. Elena sentit un nœud se former dans son estomac. La peur commença à grandir en elle. Une plante vénéneuse. Elle décida de parler au directeur. Le directeur était un homme du village, né et élevé là-bas. Il avait appris les règles du silence. Son bureau sentait le vieux papier et la résignation. Elena lui expliqua ses soupçons. Le directeur écoutait tout en nettoyant ses lunettes avec un mouchoir. Lentement, méthodiquement. Il ne la regardait pas. Quand Elena eut terminé, le directeur remit ses lunettes. « Mademoiselle Elena, » dit-il d'une voix lasse, « vous êtes nouvelle ici. Cette famille, les Garcia, a toujours été compliquée. Le grand-père est un homme important. Il emploie beaucoup de monde. Parfois, dans les champs, les enfants tombent. Ils se cognent. C'est la vie ici. Mais les marques... Ne vous en mêlez pas, l'interrompit le directeur, d'un ton plus sévère. Il vaut mieux ne pas voir certaines choses. Pour le bien de tous, y compris le vôtre. Il la congédia d'un geste de la main. Le message était clair. Taisez-vous. Oubliez ça. Elena quitta le bureau. Elle ressentit le froid du rejet, la solitude. Le système, même dans sa forme la plus petite et la plus locale, venait de lui claquer la porte au nez. Elle regarda par la fenêtre de sa classe. Elle vit la poussière s'élever dans la rue. Elle vit la maison au bout de la rue. Et elle ressentit, pour la première fois, le véritable poids du silence de ce village. Un silence complice. Un silence qui tue. Cette nuit-là, elle ne put dormir. L'image des yeux vides de la petite fille la hantait. L'écho de ce murmure. « Je suis tombée. » Elle prit une décision. Si le directeur ne l'aidait pas, elle irait plus haut. Elle irait voir la police. Le lendemain, après l'école, elle parcourut les 3 rues poussiéreuses jusqu'à la mairie. Un petit bâtiment d'un étage à la peinture écaillée. À l'intérieur, un seul fonctionnaire somnolait sur sa chaise. Un ventilateur de plafond tournait paresseusement, brassant l'air chaud et lourd. Le fonctionnaire se réveilla lorsqu'elle entra. Il bâilla. Un long bâillement bruyant qui trahissait son indifférence totale.
Elena attendit qu'il ait fini. Puis, d'une voix tremblante, elle se mit à parler. L'histoire de la petite fille bleue commençait à trouver une voix, même si personne ne voulait l'entendre. Le policier écouta Elena. Ou, du moins, son corps était dans la pièce pendant qu'elle parlait. Ses yeux étaient fixés sur un calendrier accroché au mur. Un calendrier de l'année précédente. Quand Elena eut fini, le silence envahit le petit bureau. Le seul bruit était le ronronnement du ventilateur. L'officier se frotta le visage. Écoutez, madame l'institutrice, dit-il d'une voix traînante. Je connais Don Anselmo, le grand-père. C'est un homme dur, oui. Mais c'est un pilier de cette communauté. Le mot « communauté » sonnait creux. Faux. La petite fille est étrange, poursuivit-il. Elle l'a toujours été. Comme sa mère. Vous avez connu sa mère? L'officier détourna le regard. Nous l'avons tous connue. Elle est partie il y a des années. Elle a abandonné la petite fille. La version officielle? Le mensonge commode que tout le monde répétait. Ce que vous me racontez, ce sont des soupçons, conclut l'officier. Je ne peux rien faire avec des soupçons. J'ai besoin d'une plainte. D'un fait. Les blessures sont un fait, insista Elena. Les enfants tombent, répéta l'officier, comme s'il récitait un mantra. C'était le même argument que celui du directeur, le même mur. Elena sentit la frustration lui brûler la poitrine. Allez au DIF de la municipalité si cela vous préoccupe tant, lui lança le policier en retournant s'asseoir sur sa chaise. Il s'occupe des drames familiaux. Il prit un magazine et commença à le feuilleter. La conversation était terminée. Une fois de plus, le système l'avait rejeté. Elena quitta le commissariat. Le soleil de l'après-midi lui frappait le visage. Elle se sentait vaincue, humiliée. Mais alors qu'elle rentrait chez elle, une idée germa dans son esprit. Une petite graine de rébellion. Sans le vouloir, le policier lui avait montré la voie. Le DIF. Le lendemain, elle ne fut pas à l'école. Elle dit qu'elle était malade. Elle prit le seul bus qui quittait le village. Un vieux véhicule qui cahotait sur la route de terre. Le trajet dura 4 heures. 4 heures de poussière et de solitude. Elle arriva dans la capitale de l'État, une ville chaotique, bruyante. Un monde différent. Elle chercha le bâtiment du DIF, un monstre de béton gris. Un labyrinthe de couloirs et de bureaux. C'est là, dans ce bâtiment anonyme, que l'histoire de Luna a changé de main. Elle est passée de l'impuissance d'une enseignante rurale à l'obstination d'une jeune assistante sociale. Carmen Mendoza avait 26 ans. Elle travaillait au DIF depuis 6 mois. Assez longtemps pour voir le cynisme du système. Mais pas assez pour être contaminée par le système. Elle croyait encore. Elle s'indignait encore. Son bureau se trouvait dans un coin d'un immense bureau, une mer de cabines identiques, où les tragédies humaines devenaient des numéros de dossier, où la douleur était classée dans des chemises en papier kraft. Ce jour-là, Carmen examinait un cas de routine. Un adolescent qui s'était enfui de chez lui pour la 3e fois. Une paperasse interminable. Un problème sans solution. La frustration la rongeait. C'est alors que son supérieur l'a appelé. « Mendoza, venez dans mon bureau. » Le supérieur était un homme appelé Ricardo Vargas, un bureaucrate de carrière. Il avait appris à survivre dans le système non pas en résolvant les problèmes, mais en les gérant. Son bureau était plus grand. Il avait une fenêtre, un symbole de statut social. Assise en face de lui, il y avait une femme. Elle semblait déplacée, effrayée. C'était Elena, l'enseignante.
Mendoza, la jeune femme ici présente a une histoire, dit Vargas d'un ton qui montrait clairement qu'il ne la croyait pas tout à fait. Comme il s'agit d'un cas dans une zone rurale non assignée, c'est à toi de t'en occuper. Il lui tendit une feuille de papier. Un rapport préliminaire qu'Elena venait de remplir. Carmen commença à lire. Village inaccessible, famille Garcia, fille de 12 ans, jupe bleue, échymose. Silence. Les mots étaient simples, mais ensemble, ils créaient une image terrifiante. Carmen leva les yeux. Elle regarda Elena. Elle vit la peur dans ses yeux. Mais elle vit aussi la vérité. « Avez-vous parlé à quelqu'un d'autre » demanda Carmen. « Au directeur. À la police locale, » répondit Elena. « Personne ne m'a écouté. » Vargas soupira. « Probablement parce qu'il n'y a rien, » dit-il. « Ce sont des communautés fermées. Elles ont leurs propres règles. La maltraitance n'est pas une règle culturelle, » répliqua Carmen d'une voix plus aiguë qu'elle ne l'aurait voulu. Vargas la regarda avec agacement. « Écoutez, Carmen. Officiellement, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Il n'y a pas de plainte officielle. Il n'y a pas de rapport médical. C'est la parole d'une enseignante contre celle d'un pilier de la communauté. » Il fit des guillemets dans l'air. « Ouvrez un dossier. Passez quelques coups de fil, faites le nécessaire. C'est tout. » Vargas congédia Elena d'une tape condescendante sur l'épaule. « Merci pour votre civisme, Madame la professeure. Nous allons enquêter. » Une promesse vide de sens. Une formule de courtoisie pour clore une affaire avant même de l'ouvrir. Elena partit, laissant derrière elle une aura de défaite. Carmen retourna à son bureau. Le dossier du fugitif adolescent était toujours là. Mais elle s'en moquait désormais. Elle regarda la feuille de papier avec les informations sur Luna. « La petite fille bleue », avait écrit Elena dans la marge. La phrase resta gravée dans son esprit. Elle était poétique et terrible. Carmen ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois. Un but, une clarté glaciale. Elle ignora les ordres de Vargas. Elle n'ouvrit pas de dossier pour le clore. Elle ouvrit Google, Maps. Registre de population. Elle chercha le village. Comme Elena l'avait dit, il existait à peine. Une poignée de points sans nom dans une mer de montagne. Les registres officiels étaient rares. Population estimée, 200 habitants. Activité principale, agriculture de subsistance. Niveau de marginalisation, très élevé. Dans le langage du gouvernement, cela signifiait « oublier ». Elle passa un coup de fil à un ancien professeur d'université, un anthropologue qui avait étudié les communautés de la Sierra. « Les Garcia de cette région ?» dit le professeur. « Bien sûr que je les connais. Ou plutôt, je connais leurs légendes. Ce sont les caciques de la région. Les propriétaires de la terre et des gens. C'est une dynastie d'hommes durs, violents. Il y a des histoires sombres à leur sujet. Des choses que les gens murmurent, mais ne disent jamais à voix haute. Quel genre de choses? Des choses sur les femmes de la famille, qui disparaissent ou qui meurent jeunes. Mais ce ne sont que des histoires, Carmen. Des rumeurs. Personne n'a jamais pu prouver quoi que ce soit. Cet appel confirma les pires craintes de Carmen. Elle n'était pas confrontée à un simple cas d'abus. Elle était confrontée à un système de pouvoir, un fief moderne caché au XXIe siècle. Carmen savait qu'une visite officielle ne servirait à rien. Il préviendrait le grand-père. Il cacherait la petite fille. Il nettoierait la maison. Il montrait un spectacle pour le fonctionnaire municipal. Elle devait y aller sans être annoncée, sans être officielle.
Elle demanda à Vargas la permission de faire une visite exploratoire sur le terrain. Elle utilisa le jargon bureaucratique à son avantage. Vargas refusa catégoriquement. « Absolument pas », répondit-il sans lever les yeux de ses papiers. « Il n'y a pas de budget. Il n'y a pas de personnel. Et c'est dangereux. Je pourrais y aller pendant mon temps libre, avec ma propre voiture. Et s'il t'arrivait quelque chose, ce serait ma responsabilité. Non. » Son refus était catégorique, définitif. Ce soir-là, Carmen resta tard au bureau, seule. L'immense espace était silencieux. On n'entendait que le bourdonnement des ordinateurs. Elle regarda par la fenêtre la ville illuminée, des millions de personnes. Et au milieu de ces lumières, dans l'obscurité de la montagne, se trouvait Luna, seule. L'image était insupportable. Carmen prit une décision qui allait changer sa vie, et qui la mettrait en collision directe avec un mal qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Si le système ne lui donnait pas la permission, elle y irait sans lui. Elle y irait en tant que citoyenne, en tant que femme, en tant que seule personne au monde à se soucier du sort de la petite fille bleue. Le week-end arriva. Pour le reste de la ville, cela signifiait du repos, la famille, le cinéma. Pour Carmen, cela signifiait la guerre. Le vendredi soir, elle ne parvint pas à dormir. Elle tournait et retournait dans son lit. L'image d'une jupe bleue effilochée se projetait dans l'obscurité de sa chambre. Chaque ombre ressemblait à la silhouette d'une petite fille recroquevillée dans un coin. Chaque craquement du bâtiment était un murmure appelant à l'aide. À 3 heures du matin, elle abandonna. Elle se leva. La décision n'était plus une idée. C'était une force physique, un aimant qui l'attirait vers la montagne. Elle fit une petite valise, pas avec des vêtements, avec des outils, des bouteilles d'eau, des barres protéinées, une trousse de premiers secours. Elle acheta la lampe torche la plus puissante qu'elle trouva dans un magasin ouvert 24 heures sur 24. Une lampe torche tactique, comme celles utilisées par les policiers. Une lampe qui promettait de percer l'obscurité la plus profonde. Elle se sentait ridicule. Une assistante sociale se préparant comme si elle partait en zone de combat. Mais au fond, elle savait que c'était le cas. Elle envoya un message à sa mère. « Je pars en excursion avec des amis. Je n'aurai pas de réseau. Je t'appelle dimanche. » Le mensonge lui laissa un goût amer dans la bouche. Mais c'était un bouclier nécessaire pour protéger sa famille de la folie qu'elle était sur le point de commettre, pour protéger sa mission de toute tentative de l'arrêter. Elle était seule dans cette aventure, complètement seule. Elle quitta son appartement avant l'aube. La ville dormait. Les rues étaient vides, baignées par la lumière orange des réverbères. Un silence paisible qui contrastait avec le tumulte de son cœur. Elle roula dans les avenues désertes. Le moteur de sa vieille Tsuru faisait trop de bruit dans le calme de l'aube. Il laissa derrière lui les derniers immeubles, les dernières lumières. Il prit l'autoroute et s'enfonça dans l'obscurité. Le voyage fut une cérémonie de dépouillement. Tout d'abord, la couverture du réseau mobile disparut. La petite icône représentant les barres de signal se vida. Le monde extérieur était officiellement coupé. Puis, l'autoroute à 4 voies se transforma en une route à 2 voies. Puis, en une route départementale pleine de nids de poules. Finalement, l'asphalte abandonna. Il mourut en une ligne irrégulière et la terre commença. La voiture protestait. Les pierres frappèrent le dessous du châssis. La poussière s'infiltrait par les interstices des fenêtres. Une poussière fine, rougeâtre, qui recouvrait tout. Le paysage devint hostile. Des montagnes arides,
des cactus tordus comme des figures agonisantes. Le soleil commença à monter, mais il n'apporta pas de chaleur. Il apporta une lumière blanche, aveuglante. Le silence était total, absolu. Pas même le chant d'un oiseau, pas même le bourdonnement d'un insecte. Seulement le bruit monotone du moteur luttant contre la gravité. 2 heures plus tard, il le vit. Le village. Une tache brune accrochée au flanc d'une montagne, comme une blessure séchée. Elle ressentit un frisson, malgré la chaleur. Elle gara la voiture à près d'1 kilomètre de l'entrée, cachée derrière des rochers. Elle mit une casquette et des lunettes de soleil, essayant de ressembler à une touriste perdue, un mensonge auquel elle-même ne croyait pas. Elle marcha vers le village. La seule rue était un fleuve de poussière. Les maisons l'observaient depuis les orbites vides de leurs fenêtres. Elle sentait les regards. Elle ne les voyait pas, mais elle les sentait, dans la nuque, dans le dos. Tout le village l'observait depuis l'ombre, retenant son souffle, attendant qu'elle parte. Elle avait besoin d'Elena. L'école était fermée. Un cadenas rouillé sur la porte. Elle demanda à une vieille femme qui balayait son porche « La maîtresse Elena ?» La vieille femme la regarda en plissant les yeux. Elle ne répondit pas. Elle se retourna et entra dans sa maison. Elle ferma la porte. Le silence était une arme dans ce village, et tout le monde savait s'en servir. Finalement, un enfant qui jouait avec un bâton lui indiqua une petite maison au bout d'un chemin. La maison d'Elena. Carmen s'approcha. La porte était entr'ouverte. Elle appela. « Elena ?» La porte se referma brusquement. Carmen appela à nouveau, plus fort. « Elena, c'est Carmen, du DIF. J'ai besoin de te parler. » La porte s'entr'ouvrit. L'œil d'Elena apparut, un œil plein de panique. « Partez, » murmura-t-elle. « Vous ne devriez pas être ici. Partez immédiatement. Je ne partirai pas sans la petite fille. » La fermeté dans la voix de Carmen sembla la surprendre. Elena regarda des 2 côtés de la rue, puis elle la fit entrer, refermant rapidement la porte. La maison d'Elena était petite, propre, mais l'air était chargé de peur. « Tu es folle, » dit Elena en se serrant dans ses bras. « Il le saura. Il sait tout. Qui est-il, Elena? Qui est-il vraiment ?» Elena s'assit. Son corps tremblait. « Anselmo Garcia n'est pas seulement un homme riche, » expliqua-t-elle. « Il est le propriétaire de cet endroit, dans tous les sens du terme. La terre sur laquelle nous marchons lui appartient. Les maisons dans lesquelles nous vivons lui appartiennent. Le seul magasin du village lui appartient. C'est lui qui fixe les prix. Les gens travaillent pour lui dans ses champs. Il les paie juste assez pour qu'ils ne meurent pas de faim et pour qu'ils lui doivent toujours de l'argent. C'est un Dieu ici, un Dieu cruel, et nous sommes tous ses esclaves. » Carmen écoutait. Le tableau devenait plus clair et plus terrifiant. « Et la petite fille ?» demanda-t-elle. Elena baissa la voix. « Luna est son bien le plus précieux. Il la garde enfermée. Il la laisse à peine sortir. Ce qu'il lui fait, je ne veux même pas l'imaginer. » Les larmes coulaient sur le visage d'Elena. Une fois, j'ai essayé de lui apporter un plat. Il m'a ouvert la porte. Il m'a regardé. Il n'a rien dit. Il m'a juste regardé. Et dans ses yeux, j'ai vu que si je faisais un pas de plus, il me tuerait, sur place. Carmen sentit un nœud glacé se former dans son estomac. « Aide-moi, Elena, » supplia-t-elle. « Dis-moi comment la sortir de là. » Elena secoua la tête. « C'est impossible. Rien n'est impossible. J'ai juste besoin d'une chance. » Elles discutèrent pendant 1 heure. Carmen argumenta.
Elle supplia, elle insista. Finalement, Elena céda, vaincue par l'obstination de Carmen, ou peut-être par sa propre conscience. Il y a un moyen, admit-elle dans un murmure. Mais c'est de la folie. Elle lui expliqua la routine du grand-père. La sortie à la campagne avant l'aube. La clé de la porte arrière. Une copie que la mère de Luna avait donnée à Elena des années auparavant, lors d'une tentative d'évasion ratée. Elena l'avait conservée, un secret mortel. « Je te la donnerai, dit-elle, mais tu dois disparaître. Si on te voit avec moi, je suis morte. » Elle lui tendit la clé, un morceau de métal froid et rouillé. Le poids de cette clé était immense. C'était la clé de la liberté ou de la tombe. Carmen attendit le reste de la journée cachée dans sa voiture. Le soleil se coucha. L'obscurité engloutit les montagnes. Le froid de la nuit arriva. Un froid qui pénétrait jusqu'aux os. La solitude était écrasante. Elle hésita. Pendant un instant, elle eut envie de démarrer la voiture et de s'enfuir, de retourner à sa vie, à sa sécurité. Mais alors, elle ferma les yeux. Et elle vit la jupe bleue et les yeux vides. Le doute se transforma en rage. Elle resta. À 4 heures du matin, elle sortit de la voiture. La nuit était noire comme de l'encre, sans lune, sans étoiles. Elle marcha vers le village. Le silence était si profond qu'elle pouvait entendre les battements de son propre cœur. Un tambour frénétique dans sa poitrine. Il se cacha dans l'ombre, devant la maison des Garcia. Et il attendit. Les minutes étaient interminables. Chaque ombre qui bougeait était une menace. Chaque craquement de branche était un coup de feu. À 5h10, la porte d'entrée s'ouvrit. Une grande silhouette apparut. Anselmo Garcia. Il resta un moment sur le seuil, regardant l'obscurité. Puis, il se mit à marcher, disparaissant sur le chemin qui menait à la campagne. C'était le signal. Carmen courut, elle traversa la rue en rampant. Elle arriva à l'arrière de la maison. Une cour pleine de détritus et de mauvaises herbes. Elle trouva la porte arrière. Elle sortit la clé. Ses mains tremblaient tellement qu'elle avait du mal à trouver la serrure. Elle prit une profonde inspiration. Elle inséra la clé. Elle la tourna. Le grincement du métal rouillé résonna comme un cri dans le silence de la nuit. Carmen se figea. Son cœur s'arrêta de battre. Elle attendit, certaine que les lumières allaient s'allumer, que les cris allaient commencer. Mais rien ne se passa. Seulement le silence. Elle poussa la porte et entra. L'obscurité l'enveloppa. Une obscurité totale, pesante. Et l'odeur. L'odeur la frappa comme un mur. Une odeur aigre de sueur, de saleté, de nourriture pourrie. Et sous tout cela, une autre odeur. L'odeur de la peur. Une odeur rance, animale. L'odeur d'une cage. Elle alluma sa lampe torche. Le faisceau de lumière transperça l'obscurité. Elle se trouvait dans une cuisine immonde. Une pile d'assiettes couvertes de moisissures. Une table en bois écaillée. Au centre de la table, un couteau de boucher était planté dans le bois. Un acte de violence fortuit. Un avertissement. Elle s'avança dans un couloir étroit. Les murs en adobe étaient froids et humides au toucher. Le faisceau de la lampe torche dansait devant elle. Elle aperçut une porte fermée au bout du couloir. La seule autre porte. Elle savait que Luna était là. Elle ressentit une peur si intense qu'elle faillit vomir. Le goût amer de la bile lui monta à la gorge. Elle dut s'appuyer contre le mur. Le mur était glacé. Le froid lui envahit la main, remonta le long de son bras. Elle ferma les yeux. Elle respira. 1 fois, 2 fois. Elle ouvrit les yeux. Elle marcha vers la porte.
Sa main tremblait lorsqu'il atteignit la poignée. Il n'y avait pas de serrure. Il la tourna. Le mécanisme ne fit aucun bruit. Il poussa la porte. L'air qui sortit de la pièce était encore pire, vicié, irrespirable. Il dirigea la lampe de poche vers l'intérieur. La pièce n'avait pas de fenêtre. C'était une boîte en adobe. Sur le sol, sur une natte en lambeaux, il y avait un paquet. Il s'approcha. C'était elle. La petite fille à la jupe bleue. Elle était allongée sur le côté, dos à la porte. Immobile. « Luna » murmura Carmen. Pas de réponse. Carmen lui toucha doucement l'épaule. La petite fille se retourna, lentement. Ses yeux étaient ouverts, fixes, vides, comme ceux d'une poupée de porcelaine cassée. Le faisceau de la lampe torche éclaira son visage. Sa pommette droite était enflée et d'une couleur violet foncé. Sa lèvre inférieure était fendue et sèche. Carmen baissa la lumière. Ses bras, ils étaient couverts de marques. Une carte de la douleur. Des ecchymoses de toutes les couleurs. Jaune, verte, violette, noire. Comme un coucher de soleil malade. Des cicatrices blanches, fines comme des fils. Et des brûlures, petites, rondes. Parfaitement circulaires. La marque d'une cigarette. Encore et encore. Remontant le long de ses bras minces. Carmen recula d'un pas. Un sanglot lui échappa. Elle se couvrit la bouche de la main pour l'étouffer. Les nausées revinrent, plus fortes. La pièce se mit à tourner. L'horreur était une chose physique. Elle avait un poids, une odeur, un goût. Elle avait l'impression qu'elle l'étouffait. Elle regarda les murs. Ils étaient couverts d'égratignures. Des lignes verticales regroupées par 5. Une façon de compter les jours ou les années. Et entre les lignes, il y avait des dessins d'enfants, faits avec une pierre ou un ongle, une petite silhouette. Et à côté, une grande silhouette, une ombre aux bras longs. La même scène répétée de manière obsessionnelle, des centaines de fois. Le journal d'une prisonnière, écrit dans le langage universel de la terreur. Carmen s'agenouilla près de Luna. Elle écarta les cheveux de son visage. Ses cheveux étaient sales, emmêlés. « Luna, dit-elle à nouveau, la voix brisée. Je viens te sortir d'ici ?» Pour la première fois, quelque chose changea dans les yeux de la fillette. Une petite étincelle. Fugace. Ses lèvres bougèrent. Elles formèrent 2 mots. Un murmure à peine audible. Personne ne peut. À ce moment-là, un bruit. Dehors. Le bruit de pas sur le gravier. Lourd, lente, un raclement de gorge et le tintement de clés. Anselmo Garcia était de retour. Le bruit des clés, métallique, proche, le bruit de la fin du monde. Le cœur de Carmen ne s'arrêta pas. Il explosa. Une explosion silencieuse qui remplit ses oreilles, d'un bourdonnement assourdissant. Le temps s'étira. Chaque seconde était une agonie. Elle regarda Luna, et ce qu'elle vit la glaça plus que toute peur personnelle. Pour la première fois, les yeux de la petite fille n'étaient pas vides. Ils étaient pleins d'une terreur pure, absolue. La terreur d'un animal qui connaît le boucher, qui reconnaît le bruit de ses pas, qui connaît le tranchant du couteau. La bouche de Luna s'ouvrit dans un cri silencieux. Aucun son ne sortit, seulement un trou noir de terreur sur son petit visage. Ce cri muet brisa la paralysie de Carmen. L'instinct de survie, l'adrénaline, envahirent son corps. Un feu chimique qui brûla la peur. Il n'y avait pas de plan, il n'y avait pas de stratégie, juste un mot. Cours. Elle attrapa la main de Luna. Elle était glacée, humide, comme celle d'un cadavre.
Elle la souleva du matelas d'un coup sec. La petite fille était incroyablement légère. Que des os et de la peur. Elles coururent hors de la pièce. Dans le couloir sombre, le faisceau de la lampe torche de Carmen rebondissait sur les murs en adobe, créant des ombres monstrueuses qui les poursuivaient. Elles entendirent sur la serrure de la porte principale. Un clic lourd, définitif. Elles étaient piégées. La porte arrière, c'était leur seule chance. Elles coururent vers la cuisine. Le couteau était toujours planté dans la table. Un sentinelle de la violence. La porte arrière n'était qu'à quelques mètres. Une promesse de salut. Carmen poussa Luna vers elle. « Sors! Cours à l'église !» lui cria-t-elle dans un murmure rauque. Au moment où sa main toucha la poignée, la porte du couloir s'ouvrit en grand. La silhouette d'Anselmo Garcia emplit le cadre. Elles restèrent figées. La veste, les proies. La lumière de la lampe torche de Carmen l'éclairait par en dessous, créant un monstre d'ombre et de rides profondes. Ses yeux, ils étaient petits, sombres, enfoncés dans son crâne, et ils ne reflétaient ni surprise, ni colère, seulement une fureur froide, ancienne et possessive, et quelque chose d'autre, du plaisir. Il savourait sa peur. Il ne dit pas un mot. Il ne cria pas. Il se contenta de sourire. Un sourire qui ne bougeait pas ses lèvres, seulement ses yeux. Et il commença à marcher vers elle. Lentement, sans se presser, savourant l'instant. Le bruit de ses bottes sur le sol en terre battue était le seul bruit dans l'univers. Pas à pas, le bruit de l'inévitable. Carmen réagit. Elle ouvrit la porte arrière d'un coup de poing. Elle poussa Luna de toutes ses forces dans la nuit. « Cours !» Le cri était cette fois réel. Déchirant, Luna trébucha et tomba dans la cour. Elle se releva et courut, une petite silhouette disparaissant dans l'obscurité. Carmen essaya de la suivre. Mais une main l'attrapa par les cheveux. Une traction brutale la fit tomber en arrière. La douleur était aveuglante. Elle a crié. Elle tomba sur le sol de la cuisine. La lampe de poche roula, éclairant la scène d'une lumière erratique. Anselmo se tenait au-dessus d'elle. Son visage était un masque de haine. « Elle est à moi », grogna-t-il. Sa voix était grave et rouillée. « Elle est à moi ». Carmen, allongée sur le sol, agit par pur instinct. Elle donna un coup de pied vers le haut de toutes ses forces. Son talon heurta son genou. Elle entendit un craquement et un hurlement de douleur et de rage. Anselmo vacilla. Ce ne fut qu'une seconde d'opportunité. Carmen rampait sur le sol. Elle se mit debout et courut. Elle courut comme elle n'avait jamais couru de sa vie, avec l'image de ce sourire gravé à jamais dans son esprit. Elle sauta par-dessus les ordures dans la cour. Elle sentit les ronces lui égratigner les jambes. Elle ne ressentit pas la douleur. Elle entendit les cris d'Anselmo derrière elle, des cris de rage, des menaces. Elle courut dans les rues endormies du village. L'air glacial lui brûlait les poumons. Chaque maison était un tombeau silencieux. Personne ne se montrait. Personne n'allumait la lumière. Tout le village écoutait et se taisait. Elle vit la silhouette des ruines de l'église et une petite silhouette qui attendait, Luna, et à côté d'elle, une autre silhouette, Elena. La maîtresse n'avait pas fui, elle avait attendu. Elle les rejoignit, sur le point de s'évanouir. « Dans la camionnette !» cria Elena. La camionnette était cachée derrière l'église. Elena les poussa à l'arrière, dans la benne. « Couvrez-vous avec ça. » Il y avait une bâche sale et malodorante. Carmen et Luna se glissèrent dessous. L'obscurité et l'odeur du fumier les enveloppèrent. Le moteur du camion rugit. Il démarra dans un crissement de pneus.
Carmen, sous la bâche, serra Luna dans ses bras. La petite fille tremblait comme une feuille. Elle ne pleurait pas. Elle ne faisait aucun bruit. Elle tremblait simplement. Un tremblement qui semblait vouloir démembrer son petit corps. Le voyage fut une torture. Le camion sautait et secouait sur la route de terre. Chaque nid de poule était une explosion. Carmen jeta un œil à travers un trou dans la bâche. Elle vit les lumières du village s'éloigner. Et elle vit une silhouette à l'entrée du village, éclairée par les phares du camion qui s'éloignait. C'était Anselmo. Il était debout. Il les regardait. Il ne courait pas. Il ne leur faisait pas signe. Il était juste là, debout. Il les regardait partir. Et dans ce silence, Carmen comprit quelque chose de terrible. Il n'était pas vaincu. Il était sûr de lui. Sûr que le monde extérieur, le système, la lui rendrait. Ce n'était qu'une question de temps. Après une heure qui sembla durer un siècle, le camion s'arrêta. Ils s'arrêtèrent dans une clairière, juste à l'endroit où le chemin de terre rejoignait l'asphalte. L'aube commençait à teinter le ciel d'une couleur grisâtre, malsaine. Elena descendit de la cabine. « Nous devons attendre ici un moment, » dit-elle, « pour nous assurer qu'il ne nous suit pas. » Elle ouvrit une bouteille d'eau et la tendit à Carmen. Carmen donna à boire à Luna. La petite fille but avidement, désespérément. Puis, elle se blottit contre Carmen, cherchant une chaleur que Carmen ne ressentait pas. Elle-même était glacée jusqu'aux os. Dans le silence de l'aube, dans ce limbe entre l'enfer et le monde réel, Carmen avait besoin de comprendre toute la vérité. « Luna, » dit-elle doucement, « qu'est-il arrivé à ta mère ?» Luna se raidit. Le tremblement revint. « Il a dit qu'elle était partie, » murmura-t-elle. « Tu le crois ?» Luna secoua la tête. Elle serra quelque chose qu'elle tenait dans sa main. Carmen ne l'avait pas remarqué auparavant. C'était un petit oiseau en bois, grossièrement sculpté, avec une aile cassée. Elle le caressait du pouce, encore et encore. « C'est ma maman qui me l'a fait, » dit Luna. « Elle a dit que c'était pour que je puisse m'envoler, loin d'ici. » Elle voulait partir, avec moi. Elle fit une pause. Elle déglutit. Une nuit, elle lui a dit que nous partions. J'étais dans ma chambre. J'ai entendu les cris. Ces cris, puis des coups. Beaucoup de coups. Et puis, un cri différent. Luna s'interrompit. Ses yeux fixèrent le vide. Il était court, très aigu. Et il s'est arrêté brusquement. Après, le silence. Un long silence. Le lendemain matin, il creusait dans la cour, derrière la cuisine. La cour où Carmen avait couru. Il a dit qu'il allait planter un citronnier pour moi, a poursuivi Luna. Mais il ne l'a jamais fait. Le trou est resté là. Puis il l'a rebouché. Et il m'a dit que ma mère nous avait abandonnés, que c'était une mauvaise femme, et que je ne devais plus jamais parler d'elle. Carmen ferma les yeux. L'image était insupportable. La cour, le trou, le silence. Elle avait marché sur une tombe. L'horreur n'était pas seulement l'abus, c'était le meurtre, l'élimination. Elle ouvrit les yeux. Elle regarda Luna. Il y avait une autre question, la pire de toutes. Elle devait la poser. Luna, et ton père ? Ton vrai père ? La question resta en suspens dans l'air froid. Luna ne répondit pas immédiatement. Elle se recroquevilla sur elle-même. Elle devint encore plus petite. Elle leva les yeux vers Carmen. Et dans ses yeux vides, Carmen vit la réponse, avant qu'elle ne la prononce. « Ma mère ne parlait jamais de lui, » murmura-t-elle. « Anselmo, il me disait que je n'avais pas de père.
Il me disait, sa voix se brisa, il me disait que j'étais à lui, que je venais de lui, que j'étais de son sang, de sa chair, que je lui appartenais. À lui seul. Le monde bascula. Carmen sentit qu'elle manquait d'air. Une violente nausée lui monta à la gorge. Elle dut se retourner et vomir dans la poussière de la route. Elle vomit jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus que des hauts-le-cœur. La vérité était un poison, un acide qui lui brûlait les entrailles. Inceste. Le mot était trop clinique. Trop propre. C'était quelque chose de plus ancien, de plus monstrueux. Une abomination qui s'était perpétuée pendant des générations. Anselmo n'était pas le grand-père. Il était le père. Et il était l'assassin de son autre fille, la mère de Luna. Luna était la fille et la petite-fille de son bourreau, la sœur de sa propre mère. Carmen s'essuya la bouche avec le dos de la main. Elle regarda Elena, qui avait tout entendu, pâle comme un fantôme. Elle regarda Luna, qui continuait à caresser son oiseau brisé. Elle comprenait maintenant le silence du village. Ce n'était pas seulement de la peur, c'était la pourriture. Une pourriture morale si profonde qu'elle avait infecté tout le monde. Anselmo n'était pas un cacique, c'était le roi d'un royaume cauchemardesque. Et Luna était le sacrifice qui maintenait ce royaume debout. « Nous devons partir », dit Carmen d'une voix rauque et étrange. Ils remontèrent dans la camionnette. Cette fois, Carmen s'assit dans la cabine avec Elena. Luna était à l'arrière, sous la bâche. Un terrible secret qu'il transportait, comme de la contrebande. Alors que le camion s'engageait sur la route goudronnée, roulant vers la sécurité supposée de la ville, Carmen savait une chose. Elle n'avait pas simplement sauvé une petite fille. Elle venait de déterrer un mal si profond qu'elle craignait que le monde n'ait pas de lieu assez solide pour le contenir. Ou pire encore, qu'il ne veuille pas le contenir. Le trajet vers la ville était un passage entre deux mondes. Derrière elle, la montagne rétrécissait, mais son ombre semblait les poursuivre. Devant elle, les lumières de la capitale commençaient à percer l'aube. Une promesse d'ordre, de loi, de civilisation. Une promesse qui était sur le point d'être brisée en 1000 morceaux. Elena conduisit jusqu'aux limites de la ville. Elle s'arrêta dans une station-service anonyme. « Je ne peux pas aller plus loin », dit-elle d'une voix à peine audible. Ses mains ne cessaient de trembler sur le volant. « Si je rentre tard, il s'en rendra compte. Si je ne rentre pas, il viendra chercher mes enfants. » La peur était une chaîne qui la retenait prisonnière de cet enfer. Carmen le vit dans ses yeux. Elle ne savait pas quoi dire. « Merci, Elena, pour tout. » Ces mots semblaient insuffisants, ridicules. Elena secoua la tête. « Ne me remercie pas. Prie seulement. » Carmen descendit du camion. Elle aida Luna à descendre. La petite fille s'agrippa à sa main, telle une petite ancre dans un océan d'étrangeté. Le camion d'Elena fit demi-tour et disparut sur la route, retournant dans le silence. Seule, dans une station-service à 6 heures du matin. L'odeur de l'essence et du café bon marché. Les voitures filant à toute allure sur l'autoroute. Les gens se rendant au travail, vivant leur vie normale. Un univers parallèle auquel elle n'appartenait plus. Carmen regarda Luna. Elle était dépassée. Ses yeux allaient d'un côté à l'autre, incapables de traiter le bruit, le mouvement, les lumières. C'était une enfant née dans le silence, soudainement plongée dans un monde bruyant. Carmen la serra dans ses bras. « Allons dans un endroit sûr », lui mentit-elle. Elles prirent un taxi. « À la préfecture de police centrale », dit Carmen.
Le chauffeur de taxi les regarda dans le rétroviseur. Une femme aux vêtements sales et déchirés. Une petite fille en état de choc. Il ne dit rien. Il se contenta d'augmenter le volume de la radio. La ville était experte dans l'art de détourner le regard. Le commissariat était un bâtiment imposant, brutaliste. Du béton et des fenêtres sombres. Un lieu conçu pour intimider. Carmen entra. Luna cachée derrière elle. L'intérieur était un chaos de gens qui criaient, de téléphones qui sonnaient et d'une odeur pénétrante de sueur et de désinfectant. Elles ont fait la queue. Pendant 1 heure. 1 heure pendant laquelle Luna n'a cessé de trembler. Carmen la sentait vibrer contre son dos. Finalement, elles sont arrivées au guichet. Un officier en uniforme froissé et taché de café les a reçues. « Que puis-je pour vous ?» demanda-t-il sans lever les yeux de son écran. « Je veux porter plainte. » La voix de Carmen semblait étrange dans cet endroit. Abus sur enfant, enlèvement prolongé et un possible homicide. Les mots tombèrent sur le comptoir. L'agent cessa de taper. Il leva lentement la tête. Son regard était scrutateur, rapide, évaluateur, fatigué. Il vit Carmen, il vit Luna, il soupira. Le soupir de celui qui a trop vu et ne ressent plus rien. « Voyons voir. » Doucement, dit-il. « Les noms ?» Carmen les lui donna. « L'adresse des faits ?» Un village dans la montagne. Il s'appelle... Carmen hésita. Les gens le connaissent seulement sous le nom de Lacumbre. L'agent fronça les sourcils. Il tapa quelque chose. « Ce n'est pas dans notre juridiction, » dit-il finalement. Son ton était soulagé. Le problème ne le concernait pas. La juridiction n'a pas d'importance. « Regardez la petite fille !» s'écria Carmen, haussant le ton. Plusieurs têtes se tournèrent. « Madame, calmez-vous !» dit l'officier. « La juridiction est la seule chose qui importe ici. Vous devez vous rendre au ministère public compétent pour cette commune. Nous ne pouvons pas y retourner. L'agresseur est là-bas. Il est propriétaire de tout. Il nous tuerait. Alors je ne sais pas comment vous aider, a déclaré l'agent en haussant les épaules. Un geste qui signifiait « suivant ». Carmen n'a pas bougé. Elle est témoin d'un meurtre. Celui de sa mère. Il l'a enterrée dans la cour. Cela a attiré l'attention de l'agent. Un homicide. C'était grave. Beaucoup de paperasse. Il a passé un coup de fil. Il a murmuré quelque chose. Il a raccroché. « Attendez là-bas », a-t-il dit en montrant une rangée de chaises en plastique orange. Elles ont attendu. 2 heures. Luna s'est endormie sur les genoux de Carmen, épuisée. Autour d'elle, la vie du commissariat suivait son cours. Des détenus entraient et sortaient. Des familles pleuraient. Des avocats parlaient à voix basse au téléphone. Elle n'était qu'un rouage de plus dans la machine du désastre quotidien. Finalement, un homme vêtu d'un costume bon marché s'est approché. « Je suis le détective Robles », a-t-il dit. Il les conduisit dans une petite salle d'interrogatoire, une table en métal, 2 chaises, un miroir sans teint. Le cliché était réel. Le détective Robles écouta l'histoire de Carmen. Il prenait des notes dans un carnet. Il ne montrait aucune émotion. Son visage était un masque de professionnalisme ennuyeux. Lorsque Carmen eut terminé, le détective se cala dans son fauteuil. « Histoire intéressante », dit-il. Il ne dit pas « terrible ». Il ne dit pas « horrible ». Il dit « intéressante », comme s'il s'agissait du scénario d'un film. Mais vous avez un problème, Madame Mendoza. En fait, plusieurs. Vous êtes entrée dans une propriété privée. Vous avez emmené une mineure sans autorisation légale. Techniquement, c'est un délit. Carmen le regarda,
incrédule. « Vous plaisantez ? Je lui ai sauvé la vie. Je ne dis pas le contraire. »« Je dis ce que dit la loi, » répliqua-t-il calmement. « Deuxièmement, tout ce que vous me racontez au sujet des abus et du prétendu homicide repose sur le témoignage d'une mineure traumatisée. Au tribunal, la défense le réduirait en miettes. Et les marques, les brûlures ? Nous avons besoin d'un examen médico-légal, réalisé par nos médecins, dans un environnement contrôlé. » Le détective se leva. « Voici ce que nous allons faire. La fillette sera transférée au DIF. Ils s'occuperont d'elle et de l'examen médical. Je travaille au DIF. Je peux l'y emmener moi-même. » Le détective sourit pour la première fois. Un sourire sans aucune trace d'humour. « Je crains que non. Vous faites désormais partie de l'enquête. Vous êtes témoin et suspecte potentiel dans une affaire d'enlèvement. » Le monde de Carmen s'écroula. L'héroïne devenait la méchante. Le système réécrivait l'histoire. « Ne vous inquiétez pas, tout ira bien, » dit le détective. La phrase la plus vide de sens au monde. Il appela 2 agents, une femme et un homme. Emmenez la petite fille au refuge central du DIF. Carmen réveilla Luna. « Luna, ma chérie, tu dois les suivre un instant. Je viendrai te chercher très vite, d'accord ?» Luna s'accrocha à elle. « Non, ne me laisse pas. » La terreur était revenue dans ses yeux. L'agent tenta de lui prendre la main. Luna la repoussa d'un geste brusque. « Madame, s'il vous plaît, » dit l'agent, « ne rendez pas les choses plus difficiles. » Finalement, elles durent être séparées de force. L'homme retint Carmen pendant que la femme emmenait Luna. Luna ne criait pas. Elle ne pleurait pas. Elle regardait simplement Carmen par-dessus l'épaule de l'agent. Un regard de trahison. Un regard qui disait « Toi aussi ». Carmen la vit s'éloigner dans le couloir. Une petite silhouette vêtue d'une jupe bleue disparaissait une fois de plus. Lorsque la porte se referma, Carmen s'effondra sur la chaise et fondit en larmes. Elle pleura pour Luna, pour elle. Pour la cruelle stupidité d'un monde qu'elle ne comprenait pas. Le détective Robles la laissa pleurer. Il attendit patiemment. Puis, il lui dit « Maintenant, parlons de vous. » Elle passa les 4 heures suivantes à répondre à des questions. Sur elle, sur son travail, sur les raisons qui l'avaient amenée dans ce village. On la traita comme une justicière déséquilibrée. On prit ses empreintes, une photo. On ouvrit un dossier à son nom. « Ne quittez pas la ville, » lui dit Robles à la fin. « Nous vous appellerons. » Carmen quitta le commissariat. Il était déjà midi. Le soleil lui frappait le visage. Elle se sentait vide, violée par le système. Elle avait combattu un monstre. Et le système, au lieu de l'aider, l'avait mordue. Elle ne rentra pas chez elle. Elle se rendit directement à son bureau, au DIF. Elle avait besoin de voir Vargas. Elle avait besoin d'utiliser sa position, ce qu'il en restait, pour protéger Luna. Elle entra dans le bâtiment. Ses collègues la regardèrent avec curiosité. La rumeur devait déjà courir. Vargas la vit arriver et l'appela immédiatement dans son bureau. Il ferma la porte. Il n'était pas en colère. Il était furieux. « Qu'as-tu fait ?» cria-t-il. « J'ai sauvé une petite fille. Tu as mis tout le département dans une position impossible. La presse va flairer ça. Les supérieurs m'appellent. » Il arpentait le bureau comme un animal en cage. « Carmen, tu ne comprends pas comment ça marche. Nous ne sommes pas les Avengers. Nous sommes des bureaucrates. Nous déplaçons des papiers. Nous remplissons des formulaires. C'est notre travail.
Notre travail, c'est de protéger les enfants. Notre travail consiste à suivre les protocoles pour que le système nous protège, répliqua-t-il. Il s'arrêta. Il la regarda. Sa colère se transforma en une fatigue infinie. La police m'a déjà appelé. Et le procureur général, ils m'ont clairement fait comprendre que c'est toi le problème maintenant, pas le grand-père. Toi. Et Luna? Où est-elle? Demanda Carmen, la voix tremblante. Au refuge. Ils sont en train de l'évaluer. Vargas fit des guillemets dans l'air. Elle savait ce que ce mot signifiait. Cela signifiait qu'ils étaient en train de la perdre dans le système. Je veux la voir. Vous ne pouvez pas. Vous êtes suspendu. Il jeta une enveloppe sur le bureau. À partir de maintenant, vous n'avez plus le droit d'accéder à ce bâtiment, ni à aucune installation du DEIF. Vous faites l'objet d'une enquête interne. Ricardo, s'il vous plaît, supplia Carmen. Je ne peux rien faire. J'ai les mains liées. La phrase préférée des lâches. Carmen prit l'enveloppe. Elle sortit du bureau. Personne ne la regarda cette fois-ci. Ils détournèrent les yeux. Elle était comme une paria, contagieuse. Le système ne se contente pas de punir. Il isole? Il efface? Elle s'assit dans sa voiture. La même voiture qui l'avait conduite en enfer et l'avait ramenée. Le soleil réchauffait l'habitacle, mais elle avait froid. Un froid qui venait de l'intérieur. Elle avait sorti Luna de sa cage, pour la livrer à une cage plus grande, plus bureaucratique. Et ce faisant, elle s'était enfermée dans une autre. Et dans la Sierra, Anselmo Garcia attendait. Patient. Il savait que ses alliés n'étaient pas des hommes armés, c'étaient des hommes en costume cravate, avec des tampons, avec des formulaires. Et il savait que ses alliés, au final, gagnaient toujours. La suspension était un limbo, un temps sans temps. Carmen se réveillait chaque matin dans son appartement qui ressemblait désormais à une cellule. Le silence était son compagnon constant, un silence très différent de celui du village. C'était un silence urbain, rempli des bruits lointains d'une vie dont elle ne faisait plus partie. Elle passa la première semaine à passer des coups de fil. Encore et encore. Au bureau du détective Robles. Le détective n'est pas disponible. Il est en réunion. Nous vous rappellerons. Ils ne l'ont jamais rappelé. Au siège du DIF, elle a essayé d'obtenir des informations sur Luna. Elle s'est heurtée à un mur. Nous ne pouvons pas donner d'informations sur les mineurs sous notre garde. Elle a même essayé de contacter ses anciens collègues. La plupart ne répondaient pas à ses appels. L'un d'entre eux, le plus jeune, celui qui n'avait pas encore été complètement dévoré par le système, a finalement répondu. « Carmen, je ne peux pas parler », a-t-il chuchoté au téléphone. Ils surveillent tout. Je ne te dirai qu'une chose. Ils ont classé l'affaire comme conflit familial complexe. Et ils ont envoyé un psychologue pour servir de médiateur. Servir de médiateur? Médiation avec un monstre? Demanda Carmen, mais il avait déjà raccroché. Conflit familial complexe. Médiation. Le langage du système était un euphémisme constant, une façon d'adoucir l'horreur, de la rendre gérable, digestible, archivable. Il ne disait pas abus, il disait discipline inappropriée. Il ne disait pas viol, il disait contact inapproprié. Il ne disait pas monstre, il disait tuteur aux méthodes problématiques. En changeant les mots, il changeait la réalité et rendait possible l'impensable. Désespérée, Carmen a commencé à chercher de l'aide en dehors du système.
Elle a contacté des organisations non gouvernementales, des groupes de défense des droits humains, des collectifs féministes. Ils l'ont écoutée, avec sympathie, avec horreur. Ils ont pris des notes. Ils lui ont promis de faire pression, d'écrire des lettres, de faire du bruit. Mais la bureaucratie de l'activisme était presque aussi lente que celle du gouvernement. Ils avaient besoin de preuves, de documents. Et tous les documents étaient enfermés dans les bureaux dont Carmen avait été expulsée. Elle a trouvé un avocat, un jeune homme idéaliste qui travaillait bénévolement. Il s'appelait Javier. Il a écouté toute l'histoire, du début à la fin. Son visage s'assombrissait à chaque mot. C'est la tempête parfaite, Carmen, a-t-il dit à la fin. Vous avez un cacique puissant qui contrôle l'économie et la politique locale. Une communauté isolée et terrifiée. Et un système central qui préfère ignorer les problèmes ruraux parce qu'ils sont complexes et ne font pas les gros titres. Mais avons-nous la petite fille? Son témoignage? A demandé Carmen, s'accrochant à ce dernier espoir. Nous avons une petite fille entre les mains du système même que nous essayons de combattre, a corrigé Javier. Ils contrôlent l'accès. Ils contrôlent le récit. Ils peuvent dire qu'elle est confuse, qu'elle est manipulatrice, que tu l'as influencée. Javier se mit au travail. Il présenta des documents. Il demanda à avoir accès au dossier. Mais pour chaque porte à laquelle il frappait, il en trouvait 10 fermées. Le système se protégeait. Il serrait les rangs. 3 semaines passèrent. 3 semaines de silence et d'attente. Carmen mangeait à peine. Elle ne dormait pas. Elle tournait en rond dans son appartement, se sentant de plus en plus impuissante. La colère initiale s'était transformée en une anxiété sourde. Une certitude grandissante qu'elle était en train de perdre. Qu'elle avait déjà perdue. Un après-midi, Javier l'a appelée. Sa voix était différente, éteinte, abattue. « Carmen, tu dois t'asseoir », a-t-il dit. Carmen s'assit sur le bord de son lit. Son cœur battait à tout rompre. « J'ai des nouvelles de Luna. »« Quoi? Je peux la voir ?»« Non, Carmen. » Il y eut un silence terrible. Elle n'est plus en ville. Carmen retint son souffle. Où l'ont-ils emmenée? Javier prit une profonde inspiration. Ils l'ont renvoyée. Ce mot fut un coup physique, un coup de poing dans l'estomac qui lui coupa le souffle. Non, 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 non. Quoi? Parvint-elle à murmurer. Sa voix n'était plus qu'un fil. Comment? Javier lui expliqua, d'une voix monotone, comme quelqu'un qui récite un rapport médico-légal. L'enquête officielle est terminée. La police locale de la Sierra a envoyé son rapport. Ils ont dit avoir rendu visite à Anselmo Garcia, qu'il s'est montré inquiet et coopératif. Qu'il a expliqué que sa petite fille était une enfant imaginative et difficile, depuis la mort de sa mère. Qu'elle inventait parfois des histoires pour attirer l'attention. Le médecin légiste de sa juridiction, un homme qui est probablement à la solde de Garcia, a rendu un avis. Les blessures étaient superficielles et compatibles avec la vie à la campagne. Quant au témoignage de Luna, Javier fit une pause. Le psychologue désigné par le DIF a conclu que la fillette souffrait du syndrome d'aliénation parentale, induit par une figure extérieure hostile. Cette figure extérieure, c'est toi, Carmen. Carmen se mit à rire. Un rire sec, hystérique, sans joie, le rire de la folie. Ils avaient renversé le monde. Elle était la méchante. Il était la victime. Et Luna n'était qu'une petite fille confuse. C'était un chef-d'œuvre de perversion bureaucratique.
Le juge aux affaires familiales a examiné l'affaire ce matin, poursuivit Javier. Il n'y avait aucune base légale pour la maintenir séparée de son seul tuteur légal. L'ordonnance de réintégration familiale a été signée. Une patrouille est venue la chercher au refuge il y a 2 heures. Il la ramène en ce moment même. Carmen cessa de rire. Le téléphone lui glissa des mains. Il tomba sans bruit sur le tapis. Elle resta là, à fixer le mur. Elle vit la patrouille. Elle vit Luna sur la banquette arrière. Elle vit le chemin de terre. Elle vit la maison en adobe. Elle vit la porte s'ouvrir. Elle vit Anselmo qui attendait, avec son sourire. Ce sourire qui ne bougeait que ses yeux. Elle vit le bruit du verrou, le clic final et l'obscurité. Le reste n'est qu'un épilogue de silence. Carmen a été officiellement licenciée du DIF quelques semaines plus tard. Le rapport mentionnait « grave manque de jugement » et « violation des protocoles éthiques ». L'affaire contre elle pour enlèvement a été discrètement classée. Le système ne voulait pas de procès. Il ne voulait plus de bruit. Il voulait juste que le problème disparaisse. Et elle était le problème. Elle a essayé de contacter la presse. Mais sans le soutien d'une institution, son histoire n'était que celle d'une ancienne employée rancunière. Un journaliste local a écrit un petit article en page 10. Controverse au DIF concernant la gestion d'une affaire familiale. Personne n'y a prêté attention. Carmen s'est retrouvée sans argent. Elle a dû quitter son appartement. Elle a fini par travailler dans un café du centre-ville. Un endroit anonyme. Elle servait du café à des hommes et des femmes en costume, des bureaucrates, des avocats, des fonctionnaires, les architectes du système. Parfois, elle reconnaissait quelqu'un du parquet ou même du DIF. Il ne la reconnaissait jamais. Elle était invisible. Les années ont passé. Mais le temps n'a rien guéri. Il n'a fait qu'enfouir la blessure sous une couche de cicatrices. Carmen n'a plus jamais été la même. Quelque chose en elle s'était brisé à jamais. La croyance en la justice. La foi en la bonté fondamentale du monde. Elle vivait dans un état d'alerte constant, une tristesse perpétuelle qui lui collait à la peau. Parfois, la nuit, elle se réveillait en hurlant. Prisonnière d'un cauchemar où elle courait dans un couloir sombre et ne parvenait pas à atteindre la porte au bout. D'autres fois, elle rêvait d'une petite fille en jupe bleue qui la regardait de loin. Et dans ses yeux, il n'y avait plus de terreur. Seulement un reproche silencieux. Personne n'a plus jamais entendu parler de Luna. Son nom a été effacé, comme si elle n'avait jamais existé. Peut-être que, dans un registre poussiéreux d'un bureau oublié, son nom existe encore. Luna Garcia. Date de naissance, inconnue. Statut, réintégré. Affaire classée, cette histoire n'a pas de morale. Elle n'enseigne aucune leçon. Elle n'est qu'un miroir. Un miroir sale qui nous montre le visage d'un monde où le mal ne se présente pas toujours sous la forme de cornes et d'un trident. Parfois, il porte un costume. Il a une mallette. Et il signe des documents avec un stylo à plume. Un monde où le silence est plus sûr que la vérité. Et où la machine de l'indifférence est bien plus puissante que le cri solitaire d'une victime. Le système n'a pas failli. Le système a fait exactement ce pourquoi il avait été conçu. Se protéger lui-même. Et dans le processus, une petite fille s'est perdue dans l'obscurité. Pour toujours. Je suis Matteo Del Valle. Et rendez-vous dans la prochaine Réalité interdite.